Bonjour et bienvenue au podcast du groupe financier Bernard, l'édition du 19 septembre 2022. Je suis en présence de Jean-Philippe Bernard, notre gestionnaire de portefeuille. Comment ça va, Jean-Philippe? Ça va très bien, toi? Oui, ça va très, très bien. Écoute, ce matin, on a une petite édition, donc on y va avec un sujet qu'on avait couvert dans le dernier podcast, qu'on juge très pertinent. Ça ne sera pas vraiment sur des données de marché aujourd'hui courant, donc c'est vraiment sur des erreurs que les investisseurs ont tendance à faire. Puis c'est souvent lié aux émotions, hein. Donc tu vas nous en parler un petit peu. Il y en a huit billets. Donc on commence par la première. Oui. Transaction excessive, tu nous en parles? Donc, oui, donc une des premières erreurs qu'on observe souvent chez les investisseurs, c'est de faire des transactions excessives. Donc, les investisseurs qui ont tendance à gérer leur portefeuille eux-mêmes avec des plateformes de courtage en ligne vont avoir tendance à transiger beaucoup plus que les conseillers en placement. Et malheureusement, l'histoire démontre qu'il y a des études qui ont été faites aux États-Unis là-dessus, là, dans les années 90, mais c'est encore vrai aujourd'hui. Donc, c'est des études qui sont vieilles, mais qui sont encore les mêmes patterns aujourd'hui, et qui montraient que les investisseurs les plus actifs avaient des rendements de 5,5 inférieurs au reste, donc au reste de leur groupe. Donc, ça montre que finalement, plus tu trades, moins tu fais d'argent. Alors déjà, ça, c'est une chose à mettre de côté. Quand on gère son portefeuille, il faut essayer d'avoir des bonnes positions puis rester investi avec à long terme. Oui, exact. Puis c'est exactement en lien aussi avec le deuxième billet, de trop d'informations. C'est facile de s'y perdre. Qu'est-ce que tu en Et mon penses? Dieu, là-dessus, puis aujourd'hui encore plus qu'il y a plusieurs années où quand il n'y avait pas l'Internet, mais on s'est tellement bombardé d'informations financières, plein de sites Internet qui parlent avec des commentaires boules, des commentaires bear, qui fait qu'aujourd'hui, l'investisseur peut devenir très mêlé et très rapidement avec la foule d'informations qu'on peut retrouver. Mais malheureusement, les investisseurs n'ont pas toujours le niveau d'expérience, le niveau de connaissance économique et financière pour pouvoir bien interpréter ce qu'ils lisent. Donc, on va avoir tendance des fois à partir sur une tangente trop optimiste ou trop pessimiste et donc vouloir positionner son portefeuille en conséquence. Et c'est les émotions qui, à ce moment-là, prennent le dessus. Et puis, les résultats, en règle générale, sont négatifs parce qu'on finit par trader encore plus. Donc, plus d'informations, plus de transactions, et je viens de le dire, plus de transactions égale moins de rendement. Donc, il faut faire attention à ça également. Oui, exact. Puis surtout, ça demande beaucoup de temps et de prise de connaissance, là. Donc, dans l'ensemble, c'est rare que c'est payant. Oui, exact. Parfait. Fait que ça nous mène au troisième billet, synchroniser les marchés. Bon, synchroniser le marché, hein, c'est ça. Fait qu'on va lire les journaux, on va devenir peureux, on va avoir peur parce que là, on craint une récession, on craint une baisse de marché. Donc, on va avoir tendance à vouloir évidemment être en cash pour éviter la baisse, puis de réinvestir ensuite quand le marché va remonter, hein. Mais si c'était si simple, il y aurait beaucoup de gens qui s'enrichiraient beaucoup plus rapidement avec le marché boursier. Malheureusement, il y a quand même certaines précisions à apporter par rapport au fait que synchroniser le marché. Premièrement, le marché est haussier 65 à 70 du temps. Donc, déjà en partant, on est mieux d'avoir raison si on décide d'être en cash en pensant que le marché va baisser parce que c'est seulement 30 du temps que le marché va être baissier, OK, sur l'histoire des marchés là, à peu près. Et l'autre chose la plus importante, c'est que si on regarde les dernières récessions depuis les années 70, pendant la récession, le rendement moyen des actions, OK, ou en fait d'un portefeuille équilibré, là, un portefeuille, là, pas les actions, mais un portefeuille équilibré, c'est moins 1 OK? Donc, la moyenne de toutes les récessions depuis les années 70 au Canada a fait reculer les portefeuilles moyens pendant la récession de 1 et 12 mois après la récession, les portefeuilles auraient eu une croissance de 11 donc, avis à ceux qui veulent se parquer ou se stationner sur les lignes de côté en attendant que la baisse se produise. Vous avez des bonnes chances de voir passer le train et de ne pas être capable d'embarquer dedans au bon moment. OK? Donc, Oui, ça, c'est je ça. vous On, dirais. on parle, on parle aussi d'un portefeuille équilibré pour la précision ici, là, qui Oui. représente quand même la grande majorité des investisseurs Oui, au ouais, Canada. exact. On s'entend que la plupart des investisseurs ne sont pas juste en action, ils vont avoir d'autres types de titres. Donc, c'est pour montrer que finalement, les récessions ne sont pas aussi néfastes qu'on le pense sur les rendements des investissements.
Excellent. Donc, au numéro 4, rechercher les meilleurs rendements. Tu connais Un bien ça? classique, hein, un classique. Donc, j'ai du nouvel argent, je vais investir, je m'en vais regarder les fonds qui ont eu les meilleurs rendements. Alors, l'an passé, les gens achetaient les fonds de technologie, hein. Les fonds présentaient des rendements de 35-40 dans certains cas, hein. Donc, c'est facile. On va acheter ces fonds-là, c'est eux qui ont le mieux fait. Pour se rendre compte que finalement, c'est les fonds qu'il faut éviter le plus. Parce que si on regarde aujourd'hui, encore une fois, on voit que c'est les fonds de technologie qui ont eu le plus gros recul depuis le début de l'année. Le Nasdaq à moins 25 Le Nasdaq est évidemment à très forte saveur technologique. Des titres comme Amazon, là, des monstres, des gros joueurs des gros joueurs, évidemment, qui sont très importants dans notre économie, qu'on pense que c'est des compagnies qui sont indestructibles, ben, c'est des titres qui ont reculé quand même de 25 là, depuis le début de l'année. Donc, encore une fois, ne jamais ne se laisser séduire par les rendements passés pour acheter un fonds. Et à l'inverse, des fois, les fonds qui ont eu les rendements les moins bons peuvent éventuellement connaître des meilleurs rendements dans le futur. Donc, encore une fois, il faut faire attention, faire preuve de discernement dans nos choix de fonds et non pas se baser nécessairement juste sur les rendements passés. Oui, exact. Puis vers le 5e, écoute, ça, c'est un classique également. Donc, la mauvaise diversification, c'est assez facile, surtout quand on a un petit compte de courtage pour s'amuser. Là, c'est souvent une des problématiques. Parle-nous un peu. Oui, et d'ailleurs, au Canada, je dirais que l'investisseur canadien est très, je pourrais dire, est susceptible d'avoir ce symptôme-là dans son portefeuille plus que, par exemple, un investisseur américain. Pourquoi je dis ça? Ben, c'est parce que le marché canadien, c'est un marché extrêmement concentré sur à peu près 3 secteurs: les matériaux, les banques et puis les secteurs de l'énergie. Alors souvent, les investisseurs individuels vont avoir tendance à acheter beaucoup de banques et beaucoup d'énergie dans leur portefeuille, l'un ou l'autre ou les deux. Et donc, on se ramassait avec des concentrations très fortes, sectorielles très fortes, sur certains titres et certains secteurs. Et on sait que ce genre de concentration-là est loin d'être synonyme de diversification. Au contraire, c'est une concentration et en étant concentré, on est en train de prendre des gros paris sur certains secteurs. Puis à long terme, quand il y a des marchés baissiers, rappelez-vous ce qui s'est passé avec les secteurs, les titres énergétiques en 2020, quand il y a eu la COVID. Ça a été, excusez-moi, un massacre sur les marchés boursiers pour les titres énergétiques. Donc, là, ça va mieux cette année, mais il reste que l'émotion et la volatilité qu'un portefeuille va connaître en étant très concentré va faire en sorte qu'un investisseur ne sera pas capable de tenir son bout quand le marché va devenir très volatile. Donc, il faut faire bien attention à ça. La diversification demeure, je dirais, prioritaire dans votre construction de portefeuille. Et éviter les concentrations de titres et de secteurs devrait être la première chose à laquelle vous pensez quand vous regardez quand vous ouvrez le capot puis vous regardez vos composantes là, dans votre portefeuille. Assurez-vous là, que vous n'avez pas ce problème-là. Oui, exact. Puis, tu ne l'as pas mentionné, mais tu sais, l'autre gros secteur, c'est les télécoms au Ouais, Canada. Puis, aussi. on se rappelle, là, il y a eu des Nortel, il y a eu des BlackBerry. Donc, tu sais, Oui, ça peut arriver, là, vraiment, là, quand on a un titre, une grosse concentration, ça peut, euh, ça peut être assez choquant parfois. Puis, on se ouais, demande quoi faire à ce moment-là, puis comment réagir, puis souvent, il est déjà trop tard. exact, exact. Fait que le 6e, la manque de patience. Ben, manque de patience, c'est un classique. Puis ça, malheureusement, avec les plateformes de négociation aujourd'hui très performantes, des plateformes en ligne, ce qu'on a observé dans les 20 dernières années, c'est que le temps de détention des titres ne fait que diminuer, c'est-à-dire que les investisseurs gardent de moins en moins longtemps leurs titres. Et puis quand un titre ne performe pas à leur goût, on le vend, puis on achète d'autres choses qui étaient à la mode. Là. Mais c'est encore une fois, des fois, il faut laisser le temps à des fonds, puis à des secteurs et des titres de faire leur travail. Puis vous avez une statistique bien intéressante, c'est qu'à peu près le rendement à long terme de vos actions, OK, va venir à peu près à 50 des dividendes. Okay? Donc, l'effet gain en capital il est important, mais on a tendance souvent à regarder juste la capacité d'un titre de s'enrichir avec son gain et on oublie souvent la portion dividende. Pourtant, les dividendes, c'est quasiment la moitié de votre rendement à long terme de vos titres. Alors, j'inviterai les investisseurs à être beaucoup plus patients sur les titres qu'ils détiennent, les fonds qu'ils détiennent, parce que ces fonds-là vont donner des dividendes, des revenus, et vont voir avec le temps, vont passer à travers différents cycles, haussiers et baissiers, pour vous donner un rendement moyen
qui est le rendement de la bourse, qui est à peu près quoi, 7, 8, 9 par année. Parfait. Et le septième, l'avant-dernier, sous-estimer les débâcles boursières. Oui, ben, si on en a parlé dans notre dernier podcast, en fait, une perte de 25 de son portefeuille, ben, ça va prendre 33 de gain pour revenir au même niveau. Puis si notre perte est de 50 sur un titre, ben, il va falloir faire 100 sur ce titre-là pour revenir au même niveau. Puis, ben, petit rappel, les marchés boursiers, si on regarde le Nasdaq, notamment depuis le début de l'année, on est à moins 25 depuis le début de l'année. Donc, c'est déjà un 33 que l'indice doit faire pour seulement revenir à son niveau de départ. Puis quand on regarde la crise financière en 2008, bien, le marché américain, mesuré par le S&P 500, ben, de son sommet à son creux, ça a été 57 de baisse. Donc, du sommet jusqu'en bas, là, le creux, il l'avait eu en 2009, au mois de mars 2009, et le sommet, je pense, c'était en décembre 2007. Donc, un écart de moins 57 Donc, ça veut dire que quand tu es rendu au mois de mars 2009, notre investisseur moyen devait faire minimum 100 pour ne seulement revenir à ce qu'il était quasiment 2 ans avant. Donc, c'est un petit rappel qu'il ne faut pas sous-estimer les débâcles boursières. Donc, être bien diversifié, c'est très, très, ultra important parce que le dommage collatéral que peut faire un marché baissier va être pire si on était trop concentré dans un secteur. Oui, exact. Puis si on a des projets à court terme aussi, c'est beau des Ouais. profils, mais des fois, les profils, il faut aussi inclure au niveau de la volatilité de ce profil-là, puis de ce gestionnaire-là. De ton côté, je sais que tu aimes beaucoup ça au niveau de la volatilité, diminuer le plus possible sans toucher le rendement. Donc, c'est vraiment important que l'investisseur soit au courant de qu'est-ce qu'il a comme portefeuille. Ben, c'est ça, on en a parlé dans la dernière capsule. Donc, effectivement, on a des portefeuilles qui sont moins volatiles que la moyenne. Donc, dans les marchés baissiers, on a tendance à diminuer de beaucoup le risque. Alors, évidemment, on n'est pas au département des miracles. Quand les marchés sont baissiers partout, on ne peut pas avoir des rendements nécessairement positifs. Mais si on est capable de réduire le risque de 30-40 par rapport au portefeuille des compétiteurs, ben, je trouve que c'est un très, très bel avantage là, qu'on offre actuellement. Donc, on va finir avec le dernier. Porter trop d'attention sur des positions précises au lieu du portefeuille en entier. Hein, ben oui, hein, comme on dirait, il faut regarder, on regarde la forêt, on ne regarde pas l'arbre. Donc, c'est un peu le même principe ici. Il y a des gens qui ont tendance à regarder la performance de leur portefeuille avec seulement une poignée de titres qui, des fois, constituent de quoi 10-15 de leur portefeuille total. Donc, ils ont acheté un titre, le titre a monté beaucoup, donc on trouvait qu'ils ont fait un bon coup. Par contre, pendant ce temps-là, le reste du portefeuille, lui, fait moins bien, ce qui fait que dans l'ensemble, c'est très, très, très dilué. Et l'effet net du portefeuille, souvent, est insignifiant. Donc, on observe ça souvent. La tendance à vouloir s'enfarger sur des positions qui ont beaucoup baissé, par exemple, dans un portefeuille, en oubliant qu'il y en a d'autres qui ont fait l'effet justement de diversification au même moment, ce qui fait que dans le fond, quand on regarde le rendement sur 1 an, sur 2 ans, ben, finalement, le portefeuille a bien fait ou a fait un rendement stable pendant qu'il y avait effectivement une position qui avait un petit peu plus de difficultés. Donc, regardons l'ensemble et non pas chacune des composantes. Très important. Excellent. Excellent. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter sur le sujet, sur les billets? Écoutez, il y en a vraiment beaucoup des billets, là, d'autres sous-billets qu'on n'a pas nommés, mais c'est dans les grandes lignes. C'est ces 8-là les plus importants, les plus pertinents. Est-ce que tu as d'autres choses que tu souhaites Ben, ça rajouter? résume, c'est sûr qu'il y a d'autres mythes qui existent. D'ailleurs, ça pourrait faire l'objet d'une autre capsule. C'est qu'on pourrait éventuellement parler des mythes, là. Puis, d'ailleurs, je soulève le point, mais je pense que ça serait quelque chose qu'on pourra regarder dans d'autres capsules. Mais pour ce qui est des erreurs fréquentes, ce qu'on a couvert aujourd'hui, c'est ce qu'on observe d'ailleurs, là, en tout cas, le plus souvent chez les investisseurs. C'est ce qui revient le plus quand on discute avec eux. Donc, mais souvent, ces erreurs-là proviennent justement de mythes qu'on va devoir éventuellement détruire. Là, puis ça, on en parlera au cours des prochaines semaines. Excellent. Fait que tout ce qu'on parle lors de ce podcast-ci là, du 19 septembre, on va faire un lien donc vers ta page, ton article du 1er juin 2021 où tu parlais justement des 8 erreurs fréquentes en bourse et on va inclure également là, l'information sur les différents billets ou les mythes là, qu'on a discuté lors de ce podcast-là.
Bon, ben super. Donc, merci Olivier, merci à tous, en espérant que nos éléments de conseil vous sont judicieux et que vous allez pouvoir peut-être en tirer profit. Excellent, ben merci beaucoup. À la prochaine.